Bonjour, vous êtes bien sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler du devoir de vigilance des banques. On évoquera également le bras de fer de Disney contre la chronologie des médias et enfin le principe de démission en cas d'abandon de poste par le salarié. On débute tout de suite ce Lex Inside avec Élodie Valette, associée de BCLP, pour parler du devoir de vigilance des banques. Élodie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le devoir de vigilance et quelles sont les sanctions ? Bien sûr Arnaud. Alors ce qu'il faut tout d'abord rappeler, c'est que les initiatives en matière de responsabilité sociétale des entreprises, RSE, elles se sont multipliées ces dernières années. Et naturellement, les acteurs financiers n'échappent pas à cette réalité. Les instruments qui ont ainsi été mis en œuvre, à savoir la loi Sapin 2, la déclaration de performance extra-financière et la loi sur le devoir de vigilance, la loi Pacte ou encore la loi Climat et Résilience, sont devenus finalement à la fois un nouvel outil de communication pour les acteurs financiers, mais aussi une nouvelle source de responsabilité pour ces derniers. En particulier, la loi Vigilance du 27 mars 2017, elle impose aux grandes entreprises ayant un siège en France un devoir de vigilance au regard d'un large panel de risques liés aux droits de l'homme et aux dommages environnementaux que leur activité peut engendrer via leurs filiales et leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels une relation commerciale est établie en France ou bien à l'étranger. Alors pourquoi BNP Paribas a été mise en cause par 3 ONG sur le fondement du devoir de vigilance ? Alors le 23 février dernier, la Commission européenne a publié une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Cette proposition, elle est largement inspirée à la fois des textes français et également de la loi allemande en la matière. En particulier, cette proposition, elle vise expressément les entreprises financières réglementées. Ces dernières, elles sont soumises à un devoir de vigilance en amont de la fourniture de financement ou bien d'assurance pour ces activités et s'agissant des sous-traitants impliqués dans ces activités. Donc on peut véritablement parler, Arnaud, d'un effet domino du devoir de vigilance qui pèse sur ces acteurs financiers. Et c'est à ce titre qu'une banque française a été récemment mise en demeure à plusieurs reprises par des ONG de cesser son appui financier à un client au motif qu'il contribuerait notamment à la déforestation d'une part, et puis également de cesser immédiatement de soutenir financièrement, que ce soit directement ou bien indirectement, les nouveaux projets d'énergie fossile d'autre part. Alors ces mises en demeure, elles pourraient constituer le préalable à des prochaines actions judiciaires. Ce qu'on peut relever peut-être à ce stade, c'est que si la finance durable aujourd'hui est en réalité une composante nouvelle, il appartient aux acteurs financiers de composer avec 2 injonctions qui sont finalement difficilement conciliables, l'accélération nécessaire de la transition énergétique, tout en veillant à ne pas fragiliser l'économie, ni même la vie quotidienne de nos concitoyens. Que risque la banque ? Alors, si elle ne défère pas la mise en demeure dans un délai de 3 mois, le demandeur peut saisir le juge à fin d'injonction. La banque pourrait également faire l'objet d'une action en responsabilité et il appartiendra alors aux demanderesses de justifier d'une faute, à savoir le manquement à un devoir de vigilance, d'un dommage, les conséquences d'atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes et l'environnement, et d'un lien de causalité entre, d'une part, le non-respect du devoir de vigilance et puis la survenance d'un dommage. Ce que nous comprenons aisément, c'est que nécessairement la mise en œuvre effective du plan de vigilance sera au cœur des débats à venir pour établir la faute. Et seuls les dommages consécutifs à des atteintes graves, nous dit le texte, envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l'environnement pourront être alors réparés. Plus largement, quels sont les défis de la finance durable auxquels doivent répondre les acteurs financiers et plus particulièrement les banques ? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que si le cadre de la finance durable se dessine progressivement au niveau européen, la multiplication des textes, mais aussi leur complexité, elle est de nature à rendre leur mise en œuvre opérationnelle délicate. Pourquoi ? Parce que les périmètres d'application, les dates d'entrée en vigueur, les critères à identifier, ils diffèrent d'un texte à l'autre. Le règlement SFRD sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et puis le règlement taxonomie ont pour objectif de faciliter la prise en compte des enjeux de durabilité et puis ils tendent à la mobilisation des capitaux au profit d'activités plus durables. En avril 2021, la Commission européenne elle a adopté la proposition de directive CSRD
sur la publication d'informations en matière de durabilité. Plus récemment, ce texte a été adopté par le Parlement européen le 10 novembre dernier et il sera adopté par le Conseil à la fin du mois, le 28 novembre prochain. Aussi, la loi française climat et résilience du 22 août 2021, depuis cette loi, le greenwashing ou éco-blanchiment relève désormais expressément des pratiques commerciales trompeuses. Par exemple, en mai 2022, la justice allemande a perquisitionné les locaux d'une banque et de sa filiale de gestion de fonds dans le cadre d'une enquête plus largement pour fraude sur des investissements qui auraient été présentés comme étant plus verts et durables qu'ils ne le seraient réellement. En octobre dernier, le régulateur britannique en matière de publicité a sanctionné une autre banque à raison du caractère trompeur des affiches dans lesquelles celle-ci mettait en avant son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Donc on comprend, ces contentieux visant ces pratiques de greenwashing ou éco-blanchiment pourraient donc se multiplier. Et ce, d'autant plus que 3 agences européennes de supervision financière ont lancé le 15 novembre dernier un appel à contribution visant expressément à appréhender les principales caractéristiques, les facteurs, mais aussi les risques associés à l'éco-blanchiment, et donc à recueillir des exemples de potentielles pratiques de greenwashing. Pour terminer, ce qu'on pourrait peut-être souligner, c'est que face à l'urgence climatique, cette montée en puissance des considérations environnementales, dans la finance en particulier, contribue largement à en faire un sujet majeur, à la fois pour les instances européennes, mais également en particulier pour les instances françaises. On va conclure là-dessus. Merci Elodie d'être venue sur le plateau de Lex Inside. Merci Arnaud pour votre accueil. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside et on va parler du bras de fer de Disney contre la chronologie des médias avec mon invité Anne-Marie Pecoraro, associée du GGC Avocat. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la chronologie des médias ? Alors, la chronologie des médias, donc c'est un calendrier qui est négocié, mais qui est contraignant. Un calendrier des modes de diffusion des films de long métrage cinématographiques. Donc, historiquement, selon des périodes d'accords de 3 ans, les organisations professionnelles se réunissent et cherchent un consensus, en tout cas un document qu'elles arrivent à signer. Et la dernière fois que ce document a été signé, c'était donc en janvier 2021, pour une durée qui est supposée en janvier 2022, oui, et étendue par un arrêté du 4 février 2022, et incluant une clause de revoyure. Donc, la chronologie des médias, pour bien comprendre, elle fixe le moment où, étape par étape, un film encore une fois de long métrage cinématographique, après sa sortie en salle, qui est l'élément déclencheur, à quel moment il va pouvoir être présenté au public selon d'autres modes de diffusion que la salle, et pour combien de temps. Et donc ça, c'est très important parce que selon la possibilité pour les diffuseurs de profiter du film qu'ils ont financé, ça va encourager un financement plus efficace, ça va encourager un meilleur accès aux œuvres et ça va aussi favoriser la création. Donc ça, on peut présenter ça comme ça, le calendrier négocié, contraignant, applicable à tous et auquel on ne peut pas déroger la plupart du temps, sauf certaines clauses à la marge, et qui va nous permettre de découvrir un film successivement en salle, ensuite par des vidéos à l'acte, la télévision payante, etc., etc. Et chaque mode d'exploitation a ce qu'on appelle sa fenêtre et sa période qu'elle revendique en exclusivité. Alors pourquoi Disney veut réformer cette chronologie des médias ? La chronologie a été réformée donc récemment avec déjà une clause de revoyure, mais le marché, les situations et les positions de chacun évoluent avec telle force et vitesse que là, on ne peut pas attendre les 3 ans. Et selon Disney, la raison prioritaire, c'est que dans la chronologie des médias actuels, donc Disney n'a pas signé l'accord. Ça lui est étendu par l'arrêté, mais Disney n'a pas signé l'accord. Donc, n'ayant pas signé l'accord, Disney peut aujourd'hui, si Disney sort un film en salle, cela déclenche l'application de la chronologie des médias et en tant que plateforme de streaming, Disney devra donc attendre 17 mois pour ressortir son propre film. Donc, le problème majeur est encore un petit peu plus loin. C'est que quand on arrive à la fenêtre de diffusion de la télévision gratuite, la plateforme doit, pendant un certain délai,
retirer le film, son propre film de sa plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le point crucial, c'est que Disney, qui est dans une situation finalement pas atypique, mais plus spécifique, de financer entièrement ses films pour sa propre plateforme, estime qu'il est trop désavantagé une fois qu'il sort son film en salle. Et quand ça sort un film de Disney en salle, vous savez que c'est très important pour les exploitants, il serait désavantagé d'attendre 17 mois ou même 15 mois et surtout de le retirer, au moment où la télé va le diffuser. Voilà, donc il y a un troisième enjeu aussi qui est le temps pendant lequel la plateforme Disney va pouvoir conserver sa propre fenêtre pour son propre film. Alors pour conclure, quelle pourrait être l'issue de ce bras de fer? Concrètement, est-ce que Disney peut profiter de sa notoriété pour imposer certaines choses? Donc, de toute façon, par hypothèse, la chronologie des médias, elle est négociée. Jusqu'ici, ça a toujours été le cas. Et le gouvernement a clairement manifesté très régulièrement son souhait d'encourager la discussion. Donc, au niveau de Disney, effectivement, un des films, Avalonia, ne sortira pas en salle, ce qui fait qu'il s'est soustrait de l'application de la chronologie. Un autre, Black Panther, va sortir. Pour les exploitants de salles, un film Disney qui ne sort pas, c'est une secousse. C'est difficile. Et un autre enjeu, c'est aussi le moment où, là, tout à l'heure, on a dit actuellement c'est 17 mois, mais pour les plateformes comme Disney souhaiteraient plutôt 12 mois. Donc, ce qui va se passer, c'est de retrouver un rééquilibrage. Et entre-temps, Disney peut continuer à pratiquer ce qu'on appellerait une stratégie hybride, c'est-à-dire une stratégie où certains films sortent en salle et d'autres ne sortent pas pour vivre leur vie sur la plateforme. Et on doit arriver quand même à un nouvel accord collectif en prenant en compte les revendications de chacun. Donc rapidement, on a quand même Canal+, qui finance le cinéma, qui arrive à une solution négociée, transigée, qui lui paraît satisfaisante, et qui ne souhaite pas qu'un bouleversement de la chronologie grignote sa période. On a ensuite les plateformes, dont Netflix a signé à 15 mois, Disney à 17 mois, avec toutes les problématiques. Donc là, ce qui est le pendant de la négociation, c'est l'investissement, parce que les plateformes aussi ont leur obligation de contribution au financement. Donc c'est des points qui vont se négocier entre eux pour arriver à quelque chose. Et les télévisions, elles revendiquent d'avoir des fenêtres d'exclusivité. Donc on voit qu'il y a plein d'intérêts. Donc il y a plein d'intérêts croisés. Il y a aussi des clauses qui appellent quand même des clarifications, notamment les clauses relatives à la fenêtre d'exclusivité des télévisions, qui peut être aménagée par certaines accords avec des plateformes et tout ça est quand même complexe bien sûr, mais met en jeu tant d'intérêts essentiels au financement du cinéma que effectivement il est tout à fait impératif que les parties prenantes parviennent à une négociation où chacun trouve au final sa part. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci pour votre éclairage. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler du principe de présomption de démission en cas d'abandon de poste avec mon invitée Karine Cohen, associée chez Walter Billet Avocat. Karine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi le législateur a-t-il introduit dans le projet de loi sur le marché de l'emploi le principe d'une présomption de démission en cas d'abandon de poste par le salarié ? Alors, c'est un amendement qui a été introduit par plusieurs membres des Républicains. Et l'objectif qui est clairement affiché, puisque ça fait partie de la motivation au moment du dépôt de l'amendement, c'est de limiter le recours des salariés à la pratique de l'abandon de poste dès lors qu'ils veulent que leur relation de travail cesse, mais qu'ils ne veulent pas démissionner parce qu'ils veulent percevoir les allocations chômage. Ce que précise la motivation de l'amendement, mais non pas le texte qui a été déposé, c'est que cette présomption de démission n'a pas vocation à s'appliquer aux salariés qui abandonnent leur poste en raison de santé ou pour des raisons liées à la sécurité. Mais le texte ne le précise pas. Et donc, le but vraiment très clair, c'est d'empêcher les salariés qui abandonnent leur poste de bénéficier des allocations chômage. Alors concrètement, comment les entreprises devront mettre en œuvre cette procédure ?
Alors, le texte tel qu'il est prévu actuellement, qui a été adopté par le Parlement le 15 novembre et qui devrait être adopté par le Sénat le 17 également novembre, prévoit une procédure assez simple. Si le salarié abandonne volontairement son poste, l'employeur le met en demeure de reprendre son poste par une lettre soit recommandée avec accusé de réception, soit remise en main propre contre décharge, et il mentionne un certain délai qui est fixé par l'employeur pour reprendre le poste. Et si à l'issue de ce délai, le salarié n'a toujours pas repris son poste, à ce moment-là, le salarié est présumé démissionnaire. Le texte prévoit qu'un décret doit préciser les modalités de mise en œuvre et notamment le délai minimum qui devra être respecté par l'employeur avant de basculer dans cette présomption de démission. Alors, quels peuvent être les recours pour le salarié ? Alors, le salarié va pouvoir contester en justice cette présomption de démission qui lui est imputée. Et vous avez une procédure qui va être accélérée, puisque le texte prévoit qu'on va avoir une saisine du Conseil de prud'homme directement devant le bureau de jugement, alors que normalement, on a un préalable de conciliation qui est applicable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a un texte qui prévoit que l'affaire devra être audiencée, donc écoutée par les conseillers prud'homaux dans un délai d'1 mois à compter de la saisine. Mais en réalité, ce délai révèle un peu une méconnaissance de la procédure prud'homale, puisque dans le cadre d'un dispositif qui existe déjà, par exemple les prises d'actes, quand le salarié prend acte de la rupture, le texte prévoit déjà, au moment de la saisine, que le recours doit être entendu dans un délai d'1 mois. En pratique, ce n'est jamais respecté. Donc, l'argument visant à dire que ce délai existe déjà dans le code et donc ça permet d'aller vite, c'est complètement faux, puisque les conseils de prud'homme sont surchargés. Ils n'ont pas la possibilité de respecter un délai aussi court. Et donc, en pratique, ce ne sera pas du tout appliqué. En définitive, que pensez-vous de ce texte ? Alors, pour moi, c'est un texte déjà qui est en contradiction avec un principe fondamental du droit du travail, qui est celui selon lequel la démission ne se présume pas. Ce que vous dit la jurisprudence de la Cour de cassation depuis des années, des vingtaines d'années, c'est que la démission ne résulte que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de quitter ses fonctions. Là, on balaie du droit littéralement ce principe. Le deuxième, c'est qu'on a quand même un flou du texte sur plusieurs points. Qu'est-ce qu'on entend par abandon de poste volontaire ? C'est précisé le terme volontaire dans le texte et on ne sait pas à quoi ça correspond. Deuxièmement, quelle va être la preuve qui va devoir être apportée par le salarié pour renverser cette présomption ? Comment on fait pour renverser cette présomption ? Troisième point, qu'est-ce qu'il advient du préavis ? Parce que normalement, quand on démissionne, on doit respecter un préavis. Là, le texte est silencieux sur ce point. Ou encore, quelles seraient les conséquences d'un renversement de la présomption devant le Conseil de prud'homme ? Est-ce qu'on aurait une réintégration du salarié possible ? Est-ce que ce serait un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, etc. L'autre point, c'est qu'on n'a pas de données chiffrées sur ce phénomène. Quand les rédacteurs de l'amendement ont déposé le texte, ils ont fait état d'un phénomène de masse ou de grande ampleur. Quand vous étudiez les chiffres de l'UNEDIC, on s'aperçoit que seulement 8% des personnes indemnisées le sont à la suite d'un licenciement pour faute grave. Et aujourd'hui, au vu des données disponibles, il n'est pas possible d'isoler parmi ces 8% combien correspondent à un licenciement pour abandon de poste. Le point aussi, c'est que le texte ne tient pas compte, je vous l'ai dit, des salariés en souffrance au travail qui ne peuvent plus aller travailler. Physiquement, pour eux, c'est impossible de se déplacer. Et bien que dans la motivation du texte, on vous dit qu'ils sont exclus du dispositif, le fait est qu'ils vont quand même devoir contester en justice pour renverser cette présomption. Donc là encore, on a un point avec un texte qui ne tient pas compte d'une particularité bien spécifique. Et ensuite, je vous l'ai dit, le texte vise à écarter les salariés qui abandonnent leur poste du bénéfice de l'assurance chômage. Le problème, c'est que quand on qualifie une démission, déjà, c'est l'employeur qui va qualifier cette démission, ce qui est problématique. Ensuite, aujourd'hui, on n'a pas moins de 17 cas de démission qui permettent d'ouvrir le droit à une indemnisation chômage. Et pas plus tard qu'en 2018, vous avez les textes législatifs qui ont été modifiés pour permettre à des salariés qui ont un projet de reconversion, sous certaines conditions, de pouvoir bénéficier d'une assurance chômage. Donc ça aussi, c'est une problématique. Et pour moi, le texte à l'heure actuelle n'est pas suffisamment abouti. Et il y a des petites incohérences, comme par exemple, le texte est écrit noir sur blanc. On vous dit un salarié a abandonné son poste. L'employeur le met en demeure par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Il faut m'expliquer comment je peux remettre en main propre une lettre à un salarié qui n'est pas là. Vous voyez Donc, on voit beaucoup de flou autour de cette disposition. Exactement. Et donc, à mon sens, le Conseil constitutionnel qui sera
très certainement saisi pour examiner la loi, devrait, compte tenu de l'absence de certaines garanties pour les droits des salariés et pour une égalité de traitement entre tout le monde, retoquer le texte. Ben, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Décideur TV.